Bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Ce soir, le Premier ministre grec annonce un remaniement de son gouvernement. Dès demain, sur la sellette, le socialiste Georges Papandréou tente de former un gouvernement d'union nationale pour faire passer les mesures d'austérité. Mais la colère est forte, notamment à Athènes où plus de 20 000 personnes ont défilé pour manifester leur rejet du plan d'austérité en préparation. Analyse de la situation avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Et si on légalisait le cannabis? C'est un ancien ministre de l'Intérieur qui le dit, ou le redit plutôt. Déjà en 2009, Daniel Vaillant proposait une légalisation contrôlée. Le socialiste préconise aussi la création d'une filière nationale pour gérer la production et la distribution. À gauche, tout le monde n'est pas d'accord. De son côté, l'UMP dénonce le laxisme du PS. Et puis, cette question, à quoi sert le Sénat? Non, ce n'est pas l'un de ces sujets du bac, quoique, mais le thème de notre premier débat ce soir en vue des élections sénatoriales de septembre. On a souvent fait le procès en légitimité de la Haute Assemblée. Alors, qu'en est-il vraiment? On va en parler tout à l'heure avec de nombreux invités avec nous dans le 22h ce soir. Bonsoir à vous et merci d'être en notre compagnie sur Public Sénat. En Grèce, le Premier ministre Georges Papandréou est fragilisé. Sa place est en jeu ce soir et pour la sauver, il vient d'annoncer un remaniement de son gouvernement pour demain, jour où il demandera d'ailleurs un vote de confiance au Parlement. Mais la partie s'annonce très difficile. Quelques 20 000 personnes ont défilé cet après-midi dans les rues d'Athènes pour protester une fois de plus contre le plan d'austérité qui se prépare. Retour sur cette journée avec Marie Chambrial. Ils ne veulent surtout pas d'un nouveau plan de rigueur et se sont rassemblés par milliers dès ce matin, place Syntagma au centre d'Athènes. Leur objectif, empêcher les députés de siéger au Parlement, ne sera pas atteint en raison de la présence massive des forces de l'ordre. C'est aujourd'hui que débutait l'examen d'une nouvelle loi d'austérité. Un nouveau tour de vis financier de 28,4 milliards d'euros d'ici 2015, mais surtout des privatisations massives. Des mesures très contestées un an après la mise en place d'un premier plan de rigueur. Bateaux à quai, gares fermées, rideaux baissés, la Grèce connaît sa 3e grève générale depuis le début de l'année. Des affrontements ont eu lieu entre les forces de l'ordre et des manifestants, faisant 7 blessés. Mais pour le gouvernement de Georges Papandréou, ces mesures sont indispensables. Elles sont un préalable à tout nouveau prêt consenti par l'Union européenne et le FMI, un prêt pour éviter la faillite du pays. Le Premier ministre grec a donc réaffirmé sa détermination lors d'une rencontre avec le président grec cet après-midi. Et la situation en Grèce, on en parle avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Sonia. Est-ce que la Grèce est dans l'impasse ce soir? On peut dire ça. Parce que là, ça a commencé par une crise financière et économique. On voit là une crise sociale majeure qui renforcera la crise financière. Le problème, c'est que les manifestants peuvent dire, écoutez, on nous a imposé un premier plan d'austérité, rien n'a été réglé, et maintenant vous nous en proposez un second. Et effectivement, quand on regarde les chiffres grecs, on s'aperçoit d'abord que le PIB grec a baissé de 3%. Or, la Grèce emprunte, malgré tout, à des taux d'intérêt supérieurs à ceux qui étaient il y a un an, alors que le plan d'austérité plus l'aide européenne devait les faire baisser. Comment voulez-vous qu'un pays puisse rembourser des emprunts comme il les contracte aujourd'hui à des taux de 20%, alors que le PIB baisse de 3%? On ne peut pas rembourser du plus avec du moins. C'est absolument impossible. Et le déficit public, lui aussi, continue de croître. Donc on peut effectivement, pour la Grèce, parler d'impasse. Et hier, d'ailleurs, les agences de notation ont dégradé une fois de plus la Grèce. Elle est maintenant CCC. Alors qu'est-ce que ça veut dire CCC? Ça veut dire double zéro, en quelque sorte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la dette grecque est l'une des plus dangereuses du monde. Elle peut aller plus bas, Jean-Louis, d'ailleurs, cette note? Je crois pas qu'elle puisse même aller plus bas, d'ailleurs. Alors les grandes banques françaises sont aussi rattrapées par cette crise. La Société Générale, BNP, le Crédit Agricole, qui ont prêté de l'argent à la Grèce, vont peut-être être moins bien notés, justement, par ces agences. Alors ils ont été mis sous surveillance négative. Qu'est-ce que ça veut dire sous surveillance négative? Donc il n'y a pas encore dégradation de notes. Ça veut dire, en réalité, en langage parlé, ça veut dire je vous ai à l'œil. Et effectivement, si vous prenez les 3 banques que vous avez citées, elles ont prêté 15 milliards d'euros à l'État grec.
Donc la question de la solvabilité de l'État grec étant posée, et non seulement la solvabilité de l'État grec, mais en plus ils ont prêté également de l'argent aux entreprises grecques. Ils ont prêté de l'argent aux banques grecques. Elles ont même, pour deux de nos banques, des banques à elles installées en Grèce. Donc une déroute financière de la Grèce se répercuterait évidemment sur leur propre bilan, ce qui aurait des conséquences pour nous, puisque un bilan dégonflé pour insolvabilité de leurs débiteurs grecs aurait pour conséquence qu'elles ne pourraient pas prêter de l'argent à l'économie française puisqu'elles en auraient moins. Alors maintenant, on cherche une solution. Alors il y a ce fameux plan dont on vient de parler il y a une seconde qui est en préparation, à peu près 100 milliards d'euros, après 110 milliards d'euros il y a de cela 1 an et demi. Et on réfléchit. Si on disait par exemple que la moitié de la dette grecque ne sera pas remboursée. Si on disait par exemple qu'à chaque fois que la Grèce rembourse un petit peu d'argent, on lui reprêterait exactement la même somme. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas obliger les banques à faire cela. Et chacune des banques se dit, mais pourquoi je le ferais moi si la voisine ne le fait pas? Et on n'arrive pas à mesurer, et c'est là où commence la crise, on n'arrive pas à mesurer quelles seront les répercussions, les conséquences globales de toutes les solutions que l'on pourrait envisager. Donc on est retourné à la mythologie, à la fameuse légende grecque de l'épée de Damoclès. Merci Jean-Louis. Restez avec nous justement. Nous sommes en direct ce soir depuis Athènes avec notre correspondante Angélique Kourounis. Bonsoir Angélique. Bonsoir. Alors le Premier ministre Georges Papandréou vient d'annoncer un remaniement dès demain, donc en urgence. Est-ce que c'est de nature à calmer un peu les choses? Je pense que oui, de toute façon, ici, c'est perçu par les gens qui manifestent depuis maintenant 23 jours, pacifiquement, tous les soirs, comme une petite victoire. Ils n'ont pas fait tomber le gouvernement, mais en tout cas, ils sont à remanier. Et fort est à parier que le ministre des Finances, à l'origine de toutes les politiques d'austérité que le pays connaît ces 2 dernières années, lui va partir. Le Premier ministre a parlé directement à la télévision. Il a dit que l'heure est à la responsabilité de chacun et dès vendredi, il va demander un vote de confiance. On verra bien, ce sera le grand jour. Est-ce que les députés socialistes frondeurs vont voter la confiance ou pas? C'est la grande inconnue. Et Angélique, qu'est-ce qu'il risque de démissionner, de devoir partir, le Premier ministre? Papandréou était prêt à partir et il était prêt à remettre son fauteuil de Premier ministre dans la balance, pour autant que celui ou celle qui lui aurait succédé aurait fait voter les mesures d'austérité qui sont en ce moment étudiées au Parlement, et c'est pour ça qu'il y a cette manifestation en Grèce. Papandréou, à tort ou à raison, est absolument convaincu que les mesures d'austérité sont la seule solution en Grèce pour que la Grèce sorte de cette crise, pour que la Grèce puisse déjà obtenir la 5e tranche du prêt, du premier prêt, et surtout puisse obtenir un second prêt pour faire face à ses obligations. Le ministre des Finances l'a dit la semaine dernière, si la Grèce n'a pas ce prêt, eh bien les retraites et les salaires du mois de juin et juillet ne seront pas payés. Et Papandréou, dans une interview qu'il a donnée au quotidien Tovim, elle a dit: je ne souhaite à personne, pas même à mon pire ennemi, d'être à la place où je suis. Le choix, c'est entre le très mauvais et le catastrophique. Donc, non, il ne veut pas partir, oui. Mais si, en partant, on lui assure que les mesures d'austérité sont votées, il était prêt à lâcher le gouvernement. Mais les conservateurs n'ont pas relevé le défi, ils n'ont pas dit oui au gouvernement d'union nationale. Donc, à suivre. Dernière question, Angélique. Quelle est l'ambiance ce soir dans les rues d'Athènes et en particulier sur la fameuse place Syntagma? Ah ben, c'est la fête. Alors là, c'est très clair, c'est la fête, parce que même si cette victoire est petite, même si les mesures d'austérité sont toujours à l'ordre du jour, eh bien, c'est quand même la preuve qu'avec une mobilisation pacifique, on peut faire changer les choses. En Grèce, c'est nouveau. Se mobiliser pacifiquement, même si on a eu des affrontements, mais ils sont mineurs pour les données locales et la façon dont tournent généralement les manifestations en Grèce, et ce qui s'est passé aujourd'hui est vraiment, vraiment mineur. Donc ça fait 23 jours que des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens se réunissent tous les soirs au centre-ville. Il n'y a jamais eu d'affrontement. Ils ont réussi à faire un remaniement ministériel d'un gouvernement qui a une majorité parlementaire. Merci beaucoup, Angélique Kourounis. Vous étiez en direct depuis Athènes. Merci à vous pour toutes ces précisions.
L'actualité ce soir également avec le Sénat en France qui a adopté en première lecture le projet de loi constitutionnelle qui vise à inscrire le retour à l'équilibre des comptes publics dans la Constitution. C'est ce que l'on appelle, et je parle sous votre contrôle Jean-Louis, la règle d'or budgétaire. La suite du 22h avec à présent le dernier round tendu à Lille lors du débat entre les candidats à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Et à partir de ce soir, ça y est, les militants peuvent voter pour le candidat de leur choix face à un Nicolas Hulot qui compte de plus en plus de ralliements. L'ex-magistrate Eva Joly tente de se maintenir dans la course en insistant, précise son camp, sur le fond. Mathilde Bélanger. Échange de passe d'armes dès les premières minutes du débat et c'est Eva Joly qui dégaine la première. Je suis avant toute chose une femme étonnée. Étonnée que Nicolas ait utilisé contre moi les arguments que nos adversaires ont toujours utilisés contre nous. Eva me place dans la bouche des propos que je n'ai jamais tenus. L'écologie de combat, Eva, ça n'est pas l'écologie des coups bas. L'ambiance est électrique, au point que le modérateur doit rappeler le public à l'ordre. Il peut exister dans ces moments difficiles que nous vivons, mais exaltants aussi, des tensions entre les personnes. Je voudrais que ces tensions puissent retomber et qu'on puisse parler des objets. Sur le fond des débats, il sera question des prisons, de l'hôpital public ou encore des révolutions arabes. Et cette fois, le débat est beaucoup plus consensuel. Nicolas Hulot semble à l'aise dans ce nouvel exercice. Distancé par son rival dans les sondages, Eva Joly reste sur ses positions. La transformation de l'écologie politique ne sera pas indolore, assène-t-elle. Donc je ne crois pas qu'il soit possible de mener la réforme de l'écologie politique sans augmenter les impôts. Le vote a commencé ce soir pour les près de 33 000 électeurs, dont 15 000 nouveaux inscrits. Ils ont jusqu'au 24 juin pour se prononcer. Le résultat du premier tour sera proclamé le 29. Et une première primaire ouverte est lancée avec celle d'Europe Écologie Les Verts. Ce soir, on en parle avec Arlette Chabot. Bonsoir Arlette. Bonsoir. Alors, duel Joly-Hulot, à qui l'avantage ? Écoutez, ils sont drôles quand même, ces membres du mouvement Europe Écologie Les Verts. C'est vrai qu'ils avaient deux candidats légitimes, le patriarche Daniel Cohn-Bendit, la novice Cécile Duflot, tous les deux légitimes. Ils sont allés ailleurs chercher deux stars dans des domaines totalement différents. Tati Flingueuse, spécialiste de la lutte contre la corruption, ancienne magistrate évidemment, Eva Joly, puis de l'autre côté une star de télé, mais le look plutôt moins de prêcheur de l'environnement, qui est Nicolas Hulot. Au départ, je dirais qu'il y avait un petit avantage pour Eva Joly, l'un et l'autre ne venant pas donc historiquement du mouvement vert. Donc avantage Eva Joly, puis au fil des semaines, eh bien Nicolas Hulot, qui avait totalement raté son entrée en campagne, a finalement réussi sa mue. C'est-à-dire qu'il a permis, grâce d'ailleurs aux questions et même aux attaques dont il a été l'objet, ça lui a permis d'éclaircir un peu sa position sur le nucléaire, sur le second tour, oui, je serai à gauche, j'ai rompu avec Nicolas Sarkozy, sa situation financière personnel, et même Jean-Louis Borloo, c'était mon ami, on aurait pu faire un ticket, mais c'est fini, il ne reste que l'amitié. Et du coup, Nicolas Hulot n'est pas devenu un homme politique, mais je dirais qu'il a pris de la densité, de la crédibilité quand il parle aujourd'hui de social, d'économie, du projet de modification de la société en fonction d'une vision verte, eh bien, il est crédible. Donc ce soir, je dirais que l'avantage est plutôt du côté de Nicolas Hulot. Alors ici, c'est le moindre prêcheur qui devient l'homme fort de l'écologie. Qui peut-il séduire, à gauche, au centre ? Il faut dire que l'ambition pour les deux, alors c'est les Verts qui vont décider, moi je dis avantage Hulot, mais ils vont quand même voter, et le vote commence ce soir, on verra bien ce que décideront les militants et au-delà des militants du mouvement. L'ambition, elle est très forte, c'est un score à 2 chiffres pour ce représentant à l'élection présidentielle, donc c'est pas rien. Alors qui peuvent-ils séduire ? C'est vrai que Nicolas Hulot peut aller un peu plus largement au-delà de l'électorat traditionnel, c'est-à-dire séduire les nostalgiques de Dominique Strauss-Kahn, des centristes qui aiment bien François Bayrou, et même aller manger sur le petit jardin que se prépare Jean-Louis Borloo, par exemple. En tout cas, ce sera difficile. L'ambition pour l'une ou l'autre sera d'être le 4e personnage, mais la force de conviction et l'ouverture, c'est vrai que là aussi, il y a un avantage Hulot. Merci beaucoup Arlette Chabot pour cette analyse. Et puis cette information du Figaro.fr ce soir selon laquelle Ramayad vient de présenter à Alain Juppé sa démission d'ambassadeur à l'UNESCO. Cette démission devrait être effective vers la fin juin, précise le Quai d'Orsay. Depuis sa nomination à l'UNESCO, après son limogeage du gouvernement, c'était en novembre 2010, l'ex-secrétaire d'État avait d'ailleurs publiquement exprimé son désaccord avec la ligne politique de l'UMP qu'elle a ensuite quittée pour rejoindre le parti radical de Jean-Louis Borloo. Il faut peut-être voir dans cette démission un signe, peut-être, Arlette Chabot, à venir pour Jean-Louis Borloo. Peut-être qu'elle a anticipé sa décision.
On verra en tous les cas. En tout cas, elle sera candidate sûrement quelque part et peut-être pour venir dans cette maison, si je m'ai compris. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Autre question, autre actualité ce soir, et si on légalisait le cannabis? C'est un ancien ministre de l'Intérieur qui le dit, ou le redit plutôt. Déjà en 2009, Daniel Vaillant proposait une légalisation contrôlée. Le socialiste préconise aussi la création d'une filière nationale pour gérer la production et la distribution. À gauche, tout le monde n'est pas d'accord et de son côté, l'UMP dénonce le laxisme du PS. Légaliser ou non le cannabis, la question n'avait pas encore été réellement posée dans cette campagne. Alors le député socialiste Daniel Vaillant a décidé d'accélérer. Son rapport, résultat de plus de 15 mois d'enquête, prend acte de l'échec de la politique répressive et prône donc une légalisation contrôlée de l'usage du cannabis. Une prise de parti qui pousse les caciques du PS à se positionner et à montrer leur divergence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout signal qui est laxiste, qui est donné dans cette direction-là, ne va pas dans le bon sens. Commençons déjà par réprimer les trafics, par démanteler les trafics, par frapper les têtes de réseau. Et après seulement, on verra comment on règle le problème de la législation sur le cannabis. Derrière Ségolène Royal, Manuel Valls, lui aussi, a manifesté son opposition à une légalisation, alors que Jean-Marc Ayrault, le président du groupe PS à l'Assemblée, se questionne encore. À droite, en revanche, on tient sa position unanimement contre, derrière le député Éric Raoult qui publie une pétition au ton ferme et à l'orthographe audacieuse. L'UMP parle d'une seule voix. Je suis totalement hostile à la dépénalisation du cannabis. Totalement hostile. Je pense que ce serait totalement irresponsable de s'engager dans cette voie. Légaliser ou non le cannabis, voilà un débat vieux de plus de 40 ans et qui revient en force et qui promet d'animer déjà la campagne présidentielle. Et sur ce sujet, notre invité, il est économiste à l'Université catholique de Lille, Christian Benlagdar. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Je précise également que vous avez travaillé avec l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. C'est donc un sujet que vous connaissez bien. On va parler ce soir de l'aspect financier. Pour commencer, oui. Combien ce marché déjà génère d'argent ? D'argent dépensé en tout cas par les consommateurs, environ 832 millions d'euros, 850 millions d'euros annuels. Est-ce que la lutte aujourd'hui, de manière générale, contre ce trafic de cannabis, est-ce qu'elle est fructueuse ? À mon sens, non, d'un point de vue strictement économique. Je pense que les études montrent que l'on gaspille beaucoup de ressources pour des résultats... Sur les prévalences, par exemple, le nombre de consommateurs de cannabis baisse-t-il? Oui, il baisse légèrement, très légèrement. Mais je trouve qu'on met beaucoup trop de ressources pour une baisse qui est... Qu'est-ce qu'on met exactement? Combien ça revient à la collectivité, par exemple? À la collectivité, écoutez, moi j'ai fait un calcul quand j'étais à l'Observatoire. Le coût social du cannabis, autrement dit, si le cannabis n'existait pas, combien la société économiserait d'argent en un an? Je l'ai évalué, ce coût, à 919 millions d'euros. Donc, un petit milliard. Et dans ce petit milliard d'euros, 57% étaient des dépenses attribuables aux forces de police. Donc, la question soulevée par Vaillant sur la légalisation, je ne rentrerai pas là-dedans parce qu'il y a beaucoup de zones d'incertitude autour de la légalisation. Par contre, vous parlez du domaine de la santé publique quand vous dites d'incertitude, pas simplement créer une filière d'offres. Dans quelles conditions? Bon, voilà, ça me paraît un peu compliqué. Bon, mais ne serait-ce que sur une dépénalisation, si l'on arrêtait d'interpeller des simples usagers, 100 000, 140 000 à peu près par an en ce moment en France, voilà, on économiserait 57% du milliard en ressources publiques, qui pourraient être soit économisées, soit réallouées ailleurs, sur d'autres postes, sur la prévention des cancers, à l'école, etc. Voilà. Vous avez entendu la réaction très nette, très dure, très franche de l'UMP. Certains parlent aussi d'une porte ouverte d'une route ouverte sur les drogues dures. Le phénomène de porte ouverte, si je fume des joints, je vais prendre de la cocaïne, puis de l'héroïne. Scientifiquement, ça a été prouvé, c'est une absurdité. Nombre de Français consomment de l'alcool. C'est pas parce que ces consommateurs d'alcool fument et boivent qu'ils vont passer à autre chose. Non, on estime à un faible pourcentage de consommateurs qui iraient au-delà, mais non, c'est faux. Je reviens aussi sur la proposition de Daniel Vaillant, les précise, la création d'une filière nationale pour gérer la production et la distribution. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va devenir autosuffisant? Oui, simplement. Alors déjà, à l'heure actuelle en France, selon mes estimations, en 2005, on produisait 32 tonnes
de cannabis, les petits cultivateurs de chez eux et quelques grosses plantations. J'imagine que M. Vaillant imagine des fermes. On appelait ça des fermes en anglo-saxon, des fermes de cannabis, donc une filière de production. Ça vous choque pas ? Non, ça me choque pas. Non, ça me choque pas. Effectivement, si on tendait, et si, avec des grands si, vers une égalisation et un contrôle de la production nationale, c'est comme du blé. C'est-à-dire comme du blé, du maïs, du soja. Les normes européennes et nationales sont très drastiques. J'imagine que ça serait la même chose sur le cannabis. Est-ce que ça se fait ailleurs ? Non. À ma connaissance, non. Les filières d'offres ne sont pas légales aux Pays-Bas. Au Portugal, on a dépénalisé l'usage. Il me semble que c'est vers ce chemin qu'il faut. Écoutez, à ma connaissance, non. Merci beaucoup Christian Belagda pour toutes ces précisions. Je vais préciser notre question avec notre partenaire lefigaro.fr. Elle concerne justement ce sujet. La voici. Êtes-vous pour la dépénalisation de l'usage du cannabis ? Oui pour 24% des votants, non pour 75% d'entre eux. Voilà pour lefigaro.fr. Merci pour toutes ces précisions. La suite du 22h. Tout de suite, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Simon Barbary. Les magasins Carrefour ne veulent pas payer. Condamnés hier à verser 3 666 000 € à près de 1200 employés pour non-respect du SMIC. Le numéro 2 mondial de la grande distribution compte faire appel de la décision. Pour la direction, les salariés concernés perçoivent une rémunération 22% supérieure au SMIC. L'inspection du travail avait évalué le manque à gagner des employés de 4,50 € à 45 € par mois. Oui, il y aura bien un procès Mediator avant l'élection présidentielle. La Cour de cassation a rejeté aujourd'hui le regroupement à Paris de l'ensemble des procédures dans l'affaire de l'antidiabétique soupçonné d'avoir causé la mort de 1000 à 2000 patients. Les 3 citations directes pour tromperie aggravée à l'encontre du laboratoire Servier resteront du ressort du tribunal de Nanterre. Il n'y aura donc pas de ralentissement de la procédure comme le craignaient les avocats des victimes. Peine maximale pour Yvan Colonna. Comme en 2007 et en 2009, le parquet a requis aujourd'hui la réclusion à perpétuité, dont 22 ans de sûreté à l'encontre du berger corse soupçonné de l'assassinat du préfet Erignac en 1998. S'il reconnaît des erreurs dans l'instruction, le ministère public rejette l'idée d'un complot à l'encontre d'Yvan Colonna. Thèse de ses avocats. Verdict attendu lundi prochain. Liberticide et sécuritaire, à la veille de l'examen en deuxième lecture au Sénat de la réforme de la psychiatrie, les praticiens affirment déjà qu'ils n'appliqueront pas le texte. Ils manifestaient aujourd'hui devant le Palais du Luxembourg. Nous allons le 25 juin à la place de la République donner un ensemble d'indications précises pour les soignants, pour respecter notre éthique et refuser cette loi absolument qui brise quelque chose du lien social et qui va à l'encontre des fondements de la République. Le texte prévoit d'instaurer des soins sous contrainte aux malades mentaux, y compris à domicile. Les populations sont d'une manière générale réceptives à ce discours qui se base sur le calendrier Maya et d'autres signes précurseurs, les tremblements de terre récents, etc. On agite des peurs à des fins lucratives et mercantiles, bien entendu. La présumée fin du monde fixée au 21 décembre 2012 fait le bonheur des gourous de tout poil. La mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires rendait son rapport aujourd'hui. Elle s'alarme des risques de suicide collectif pour les prochains mois. La Mivilude propose l'adoption d'un protocole de vigilance pour repérer les risques de passage à l'acte, y compris par Internet. Et cette question, voilà, le débat a commencé, mais je vais quand même vous préciser le thème. Cette question ce soir, à quoi sert le Sénat? Non, ce n'est pas l'un des sujets du bac, quoique ça pourrait l'être. Mais le thème de notre premier débat ce soir en vue des élections sénatoriales de septembre. On a souvent fait le procès en légitimité de la Haute Assemblée. Alors, qu'en est-il vraiment? On en parle avec nos nombreux invités ce soir. Didier Guillaume, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Sénateur socialiste de la Drôme, avec nous également Patrick Roger, bonsoir. Bonsoir. Journaliste au Monde. Philippe Dallier, bonsoir. Bonsoir. Sénateur apparenté UMP de Seine-Saint-Denis. Et Jacqueline Gouraud, bonsoir. Bienvenue à vous. Sénatrice MoDem du Loir-et-Cher. Première question. Jacqueline Gouraud, ça vous choque pas que je pose la question à quoi sert le Sénat? Non, ça ne me choque pas. Ça sert à beaucoup de choses. D'abord, moi je suis de celles et de ceux qui croient fondamentalement à l'intérêt de deux chambres dans un Parlement. Le bicamérisme, et pour moi c'est le mot savant, c'est quelque chose de très important parce que ça fait partie bien sûr de l'équilibre des pouvoirs et
de très nombreuses démocraties ont 2 assemblées. Et donc ça, c'est un point pour moi fondamental sur lequel, c'est comme évidemment, les 2 pieds d'une république, c'est ça? Peut-être, oui. En tout cas, on voit dans l'exercice du pouvoir que le Sénat est utile, que le Sénat souvent intervient dans les lois de façon, je dirais, extrêmement modérée, plus, comment dire, de façon plus constructive, souvent qu'à l'Assemblée nationale. Justement dans le détail, même question Philippe Dallier. On se souvient qu'en 98, un certain Lionel Jospin avait parlé, on le sait tous, d'anomalie démocratique. Ça l'est moins aujourd'hui? Écoutez, je pense que Jospin s'était fourvoyé dans cette critique. Poser la question à quoi sert le Sénat, c'est vrai que moi ça me choque un peu, mais je dois dire, pour être complètement transparent, qu'un certain nombre de gens que je rencontre me demandent si effectivement, que faisons-nous au Sénat? Est-ce qu'on vote la loi? Il y a des gens qui ne savent pas encore effectivement que les sénateurs votent la loi comme les députés à l'Assemblée nationale. Donc il y a effectivement un travail de pédagogie à faire. Donc ça me choque, mais bon, il faut constater que sur le terrain, effectivement, il est utile. Il y a du boulot. Même question, Didier Guillaume. Le Sénat est une anomalie politique. Et Jospin avait raison de le dire. Dans la mesure où, aujourd'hui, si le Sénat était sur une base électorale classique, la gauche serait majoritaire. Lorsque le Sénat est le représentant de toutes les collectivités territoriales et que la gauche est majoritaire dans les collectivités territoriales, ce serait une logique. Donc, oui, évidemment, le Sénat est utile. Oui, il sert. Oui, je suis d'accord avec Jacqueline Gouraud pour dire que le bicamérisme est indispensable, mais il faut un bicamérisme rénové. Celui-ci, tel qu'il est en place aujourd'hui, ne fonctionne pas bien. Regardons les grandes lois. Et si la gauche passe en 2011, vous direz que ça y est, le Sénat est devenu une chambre merveilleuse. Une chambre non, mais si la gauche passe en 2011 au Sénat, nous avons un certain nombre de propositions à faire pour changer le fonctionnement du Sénat tel qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, le Sénat et les sénateurs, souvent, sont foulés aux pieds. Je me rappelle des grandes déclarations du président Larcher. Non, le gouvernement ne passera pas sur la réforme du conseiller territorial et des collectivités territoriales. Le Sénat ne se laissera pas faire. Il sait laisser faire. Il faut rénover le bicamérisme. Il faut attendre. On va rentrer dans le débat. Il faut que le Sénat soit respecté. C'est l'arbitre ce soir. Il faut que le Sénat soit respecté. C'est le seul qui n'est pas sénateur, avec moi aussi, qui est journaliste au Monde. La question, elle ne doit pas choquer, les gens. Je prends mon tour. Mais Jospin a critiqué une anomalie et il en a créé une autre. À savoir qu'il a consacré l'élection présidentielle comme l'élection majeure et il a fait dépendre les élections législatives du résultat de l'élection présidentielle. Et à partir de ce moment-là, il a diminué, atténué le rôle de l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale est devenue de ce fait totalement dépendante du résultat de l'élection présidentielle. Et par ce fait-là, et par la responsabilité de Lionel Jospin, eh bien, le Sénat a retrouvé aujourd'hui une légitimité de, je dirais pas de contre-pouvoir, ce serait peut-être un peu exagéré, mais une légitimité, c'est-à-dire que au sens où les élus sénatoriaux ne sont pas, eux, dépendants directement de l'élection présidentielle. Justement, ma question a trait à ce contre-pouvoir. Est-ce que le Sénat, en tout cas sur certains textes, a bousculé un petit peu la majorité? Je pense au texte sur la loi Bachelot, je pense au texte très important sur la sécurité, qui est la LOPSI 2. Est-ce que selon vous, il y a eu... Texte professionnel également. Il faut se souvenir que le texte qui est sorti du Sénat était un texte radicalement différent de celui qui était arrivé de l'Assemblée nationale. Et c'est bien normal puisque ça touchait d'abord les collectivités locales et leurs ressources. Et ce sont donc les sénateurs qui ont, j'allais dire, impulsé la réforme telle qu'elle est. Bah, écoutez, quand on regarde le texte issu de la commission mixte paritaire, ce que le Sénat avait proposé a été repris en grande partie. Donc contre-pouvoir, ça ne veut pas forcément dire être en opposition au gouvernement. Cette Chambre, elle travaille différemment de l'Assemblée nationale. Et donc, effectivement, on n'est pas tout à fait dans les mêmes logiques. Pas plus lentement. Non, c'est...
Non, c'est absolument. On a le même calendrier dans une ambiance différente et effectivement, ici, les gens parfois acceptent de voter peut-être plus facilement contre le gouvernement parce qu'on n'est pas tout à fait dans la même logique pour contre. Il y a parfois des moments sur la taxe professionnelle où je me suis opposé au gouvernement parce que je pensais que c'était l'intérêt des collectivités locales et du pays. Jacqueline Gouraud, je me suis amusée à retrouver quelques-unes de certains journaux qui ne sont pas toujours favorables en tous les cas. Est-ce que vous avez décrit le bicamérisme? Je pense à Rue 89, Mediapart qui ont beaucoup insisté sur le Sénat qui se rebelle pour plusieurs textes. C'est vrai, le Sénat s'est rebellé cette année sur différents textes? Oui, sur plusieurs textes, le Sénat a pris des positions différentes de celles de l'Assemblée nationale et surtout différentes de l'exécutif. Et je dois dire que le président de la République, le président du Sénat, s'est parfois démarqué du président de la République et je crois que c'est quelque chose de très important de montrer que le deuxième personnage de l'État, qui est le président du Sénat, peut, par sa parole et avec son assemblée, montrer que le Sénat est une assemblée pleine et entière, avec une légitimité différente, comme le disait Patrick Roger. En gros, si vous voulez, on est moins dépendant, effectivement, du pouvoir central, disons-le, dans notre vie quotidienne de parlementaire. Et je crois qu'au Sénat, il y a beaucoup de travail qui se fait, beaucoup de travail législatif. Et comme vous l'avez dit, et comme inflation, non, pas inflation. Il y a beaucoup de rapports, de travail de contrôle, etc. Et en plus, on le fait, je dirais, de façon transversale. Moi, j'ai fait un rapport, par exemple, avec Didier Guillaume, qui est un rapport très, très important sur le rôle de l'État, etc. Mais ça ne pose aucun problème. À l'Assemblée nationale, c'est toute une histoire. S'il y a quelqu'un du Parti socialiste qui fait un rapport avec un membre d'un autre parti. Patrick Roger, est-ce que les Français perçoivent comme cela cette Chambre, le Sénat, indépendance, travail de fond aussi? Je pense qu'ils ont découvert un petit peu le Sénat, notamment à l'occasion des débats sur les retraites. Cela dit, il ne faut pas, parce que notamment, effectivement, Gérard Larcher était intervenu à ce moment-là, avait marqué ses positions. Cela dit, il ne faut pas non plus surestimer cette capacité d'initiative, d'indépendance du Sénat. Ce qui fait la différence fondamentalement, c'est que à l'Assemblée nationale, il y a une majorité qui a la majorité absolue et par conséquent le droit à la différence est relativement limité. Le Sénat peut à certains moments marquer sa différence, mais à l'arrivée, dans l'état actuel des choses, compte tenu de la majorité actuelle du Sénat, il se retrouve finalement sur les textes majoritaires. Guillaume, avant qu'on change de thématique. Changer le mode électoral de l'Assemblée nationale. On va en parler justement. Oui, mais je pense que le Sénat est important dans la démocratie française. Il faut le remarquer, et c'est vrai qu'au Sénat, il se fait plutôt du bon travail, tout le monde le reconnaît. Simplement, nos concitoyens... Gauche et droite compris. Gauche et droite compris, bien sûr. Mais nos concitoyens ne le perçoivent pas comme cela. In fine, aujourd'hui, le Sénat, Patrick Roger vient de le dire, à partir du moment où il n'y a pas de majorité absolue pour le parti majoritaire, l'UMP, comme à l'Assemblée nationale, alors le Sénat revient dans le jeu, forcément un peu. Si ce n'était pas le cas, on ne parlerait jamais du Sénat. Et c'est ce qui a permis de le faire, parce que c'était comme cela avant, et c'est comme ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut que la majorité compose, et elle doit composer. Mais in fine, si l'on regarde tous les textes qui ont été votés par le Sénat, par exemple, dans cette session qui va s'achever, ils ont globalement été votés de la même façon qu'à l'Assemblée nationale. Même s'il y a eu des débats plus approfondis, un peu plus parfois de débats avec l'exécutif. Mais les textes ont souvent été modifiés assez profondément par le Sénat, que ça soit la commission des lois sur tout ce qui touche effectivement aux prisons, que ça soit la commission des finances sur la réforme de la taxe professionnelle. Sur la règle d'or en ce moment. Sur la règle d'or en ce moment. Donc franchement, je trouve que vous dénigrez un peu le travail qui est fait ici. Non, pas du tout, je dénigre pas. Au contraire, j'ai dit que ce travail était un bon travail. Je pense que nous avons besoin aujourd'hui, ensemble peut-être, je l'espère, de démontrer que le Sénat
peut être un acteur majeur de la démocratie politique en France. Il faut encore le démontrer. Il faut le démontrer. Peu importe nous la majorité. Les lois, de la même manière que l'Assemblée nationale. Il faut quand même le rappeler. Il n'y a pas une loi qui peut être adoptée dans ce pays sans que le Sénat n'ait dit son mot. Donc c'est quand même ça le point de départ. Il y a plus de choses qui ont bougé au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. C'est très simple. On prend le bilan de la législature. Il y a plus de choses qui ont bougé au Sénat parce qu'au Sénat, il y a un véritable débat qu'à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est simple. Ensuite, il y a une règle majoritaire qui fait que... Au bout du compte, les textes sont adoptés. Voilà, c'est l'introduction du thème. Il y a plus de femmes, peut-être plus de jeunes. Certains ont souvent dit que le Sénat est une chambre du passé. Non. C'est une chambre d'avenir, le Sénat. C'est absolument... une question. Non, mais il faut dire qu'il y a eu une image autrefois, elle a existé. Autrefois, vraiment ? Je crois que ça a changé. Effectivement, je crois que l'image du Sénat s'est transformée. D'abord parce que le Sénat est mieux connu pour les raisons qu'on vient d'évoquer, je ne recommence pas. Parce qu'il y a plus de femmes au Sénat, c'est le système électoral qui veut ça. Voilà. Et parce que le Sénat, je crois, a trouvé sa place dans le débat national en montrant, comme nous l'avons dit les uns et les autres, même si nous savons, je suis d'accord qu'il y a des limites à l'exercice, je crois qu'il a su sur un certain nombre de grands sujets montrer son travail et son originalité. D'ailleurs, moi, je constate, puisque je suis élue depuis 10 ans, que j'ai de plus en plus de citoyens qui m'écrivent. Et ça, c'est très intéressant parce que qui m'interpellent sur un certain nombre de sujets. La bioéthique, la loi Fourcade, qui revient sur la loi de l'hôpital, etc., etc. Il y a plein de gens qui nous écrivent. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent qu'avant. D'ailleurs, sur des sujets de société, Patrick Rogier, il y a eu des sujets de société qui sont très importants cette année. Il y a eu l'assistance médicale à la procréation, il y a eu la recherche encadrée sur l'embryon. Est-ce que le Sénat a fait preuve de choix progressistes, humanistes ? Globalement, oui. Globalement, le Sénat s'est montré sur toute une série de sujets plus ouvert au débat, au moins. Plus ouvert au début. que l'Assemblée nationale. Ensuite, ce qu'il faut noter, c'est que sur ces thèmes-là, notamment sur l'immigration, tout en marquant ses limites, le Sénat a été progressivement amené à reculer, c'est-à-dire qu'il a affirmé des positions de principe, et puis progressivement, il a reculé au fil des lectures. C'est peut-être effectivement sur la bioéthique avec la recherche, y compris sur la bioéthique. C'est-à-dire que le Sénat affirme des positions, et puis alors Didier Guillaume, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que ce soit plus affirmé aujourd'hui, pour qu'on considère cette chambre définitivement comme une chambre de l'avenir, comme vous l'avez dit ? L'idéal serait que le Sénat ne soit pas dans la même majorité politique. Bascule à gauche. Pas du tout, mais attendez, laissez-moi finir. Oui. Que le Sénat ne soit pas dans la même majorité politique que l'Assemblée nationale, quelle que soit cette majorité politique. Et on aurait un bicamérisme qui fonctionnerait, à mon sens, mieux. Nous souhaitons, peut-être, nous verrons bien en septembre, être majoritaire au Sénat, non pas pour être majoritaire, ça n'a aucun sens, mais pour essayer justement de faire en sorte que l'on travaille un petit peu mieux. Regardons ce qui se passe aujourd'hui ici. Cet après-midi, il y avait la règle d'or en séance, une 50aine de sénateurs sur 343, parce que parallèlement, la commission des affaires sociales se réunissait. Il a fallu que la présidente arrête la commission parce qu'elle était saisie et qu'elle vienne en séance. On ne peut pas travailler comme cela. C'est le calendrier parlementaire qui est comme ça. Absolument. Ça n'est pas lié seulement au Sénat. Mais c'est ce que je conteste. L'Assemblée nationale a le même problème. Il y a trop de textes. Oui, c'est ce que nous comptons. Oui, mais il y a trop de textes. C'est le gouvernement qui met les textes. Le Sénat basculerait-il à gauche que ce n'est pas le président du Sénat nouveau qui régirait le nombre de textes. Ça, c'est une position. De ce point de vue, la réforme constitutionnelle de juillet n'a pas amélioré les choses. Mais c'est pas une question de majorité. Reconnaissons quand même qu'aujourd'hui, on peut tous se retrouver sur le fait que le Sénat a pris de la vigueur, a pris de l'intérêt, grâce aussi à vous, sûrement, et à la TNT qui permet d'amener les débats du Sénat chez les citoyens, ce qui n'était pas le cas préalablement. Donc le Sénat a pris de la vigueur, tout le monde reconnaît qu'il se fait du bon travail, mais qu'il faut peut-être aller au bout. Et la réforme de la Constitution, on est tous d'accord pour le dire, elle n'a pas amené ce qu'elle devait amener. Elle a été votée par certains, pas par d'autres. Et c'est pour ça que nous pensons, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat, nous légiférons trop, on est tous d'accord. Alors il faut que l'exécutif fasse moins de lois, je termine. Et deuxièmement,
peut-être que l'on organise les travaux des deux chambres de l'Assemblée nationale comme du Sénat, je suis d'accord, mais nous parlons du Sénat pour qu'il soit encore plus intéressant et encore plus attractif. Donc ça n'est pas un problème spécifique au Sénat, voilà. Et ça n'est pas une majorité nouvelle au Sénat qui changerait cela. Bien sûr que si, bien sûr que si. Ne vendez pas du vent, écoutez, au Sénat on ne fait pas ça, donc ne vendez pas du vent. Les électeurs verront ce qu'ils ont à faire. Bah, écoutez, ils savent comment les deux assemblées fonctionnent et on sait bien que l'ordre du jour, c'est le gouvernement qui le maîtrise. Un Sénat en opposition ne changerait pas grand-chose à cela. Les sujets qui fâchent et sur lesquels les Français ne pardonnent pas généralement, c'est l'absentéisme, ce sont les privilèges aussi, on en avait beaucoup parlé pour les parlementaires d'une manière générale. Jacqueline Gouraud, est-ce qu'il y a un mieux aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une transparence en tous les cas? Oui, je crois. Mais c'est vrai que les gens ont des idées reçues. Moi, quand j'arrive dans mon département au volant de ma voiture, il y a des gens qui me disent « Mais tu n'as pas de chauffeur ?» Non, j'ai pas de chauffeur pas parce qu'on est parlementaire qu'on a un chauffeur. Non, pas parce que vous l'avez laissé ici, vous leur dites pas ça. Non, mais je n'ai jamais eu de chauffeur de ma vie, donc voilà. Non, mais vous voyez, il y a des idées reçues ni de logement de fonction d'ailleurs, sur voilà des avantages, etc. Je crois que il y a toujours, évidemment, des gens qui profitent de systèmes, mais dans n'importe quel milieu. C'est pas dû au milieu politique et c'est pas particulier à telle ou telle assemblée. Il y a toujours des gens qui se faufilent dans des systèmes, je vous l'avoue. Mais la grande majorité des gens sont des gens honnêtes, sérieux, qui travaillent beaucoup et qui, n'ont rien à cacher. Et donc, je crois qu'il faut que la vie politique soit de plus en plus transparente. Et tout ce qui est fait pour que ça soit de plus en plus transparent est une bonne chose. Non, mais il faut dire une chose. Il y a eu un train de vie sénatorial ici qui a été, franchement, confortable, plus que confortable, y compris avec des abus, y compris au plus haut niveau de cette institution. Il y a eu des abus qui ont été dénoncés. Vous parlez au passé, est-ce que vous parlez donc de l'ancienne présidence? Absolument, vous visez quelqu'un en particulier? Je parle de l'ancienne présidence et je pense que le nouveau président, depuis son arrivée, a fait effectivement le ménage. Parce qu'il y a des abus qui ont été dénoncés par la presse, compris j'y ai contribué, donc eh bien il a fallu effectivement faire le ménage dans cette maison, dans cette institution, et je pense que depuis 2008, beaucoup de choses ont été faites dans le bon sens. Donc peut-être tout n'est pas au top niveau, mais en tout cas, beaucoup a été fait. Didier Guillaume, vous allez dire du bien du président UMP du Sénat? Si la question est, sommes-nous à plaindre? Non. Et nous sommes des privilégiés par rapport à l'immense majorité des Français. Mais il faut se garder de tous les populismes et de toutes les démagogies. Et je pense que nous avons besoin, et en tout cas c'est ce que j'essaie de faire personnellement, de réhabiliter sans cesse la politique et de donner du sens. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans l'hémicycle que tout le monde est à la plage ou au cinéma. Donc on a aussi de la pédagogie à faire. Et quand je disais tout à l'heure on légifère pas très bien, c'est tout simplement parce que l'organisation des débats fait qu'il y a en même temps une audition, une réunion de commission, etc. Et qu'on n'est pas. Et qu'est-ce que l'on voit à la télévision? L'hémicycle. Et moi, quand je rentre dans la Drôme, les gens me disent mais qu'est-ce qu'ils font là? Il n'y a personne dans cet hémicycle. Vous êtes payés pour rien faire. Et il faut sans cesse, tel Sisyphe, remonter les choses. Donc il faut expliquer clairement que tout ne se passe pas dans l'hémicycle et que globalement, je veux le dire, eu égard à ce que vient de dire Patrick Roger, oui, il y a des efforts qui sont faits et sans aucun doute, il faut sûrement en faire encore. Il faut sûrement en faire encore, mais regardons les choses clairement et je pense que la politique dans notre pays, elle est à regarder. La conclusion, Philippe Dallier et Jacqueline. Je crois que la règle des 3 tiers peut s'appliquer. Il y en a un tiers qui bosse beaucoup, un tiers qui bosse et un tiers qu'on ne voit pas souvent. Et moi, je serais assez favorable à ce qu'on puisse indexer les indemnités sur la participation aux travaux du Sénat, aussi bien en séance qu'en commission, parce que ça se voit moins, et c'est surtout c'est aussi une grande partie de notre temps. Donc on pourrait effectivement indexer nos indemnités sur la participation aux travaux. Jacqueline Gouraud, on a commencé par vous, on finit avec vous. Écoutez, en tout cas, je crois, comme je vous l'ai dit, qu'on fait du bon travail, que c'est une assemblée intéressante, et j'en veux pour preuve que pour le renouvellement qui va avoir lieu en septembre 2011,
nos amis et camarades députés qui souvent font blocage, etc., un certain nombre de propositions, sont extrêmement nombreux à vouloir se présenter au Sénat. Donc je me dis que cette Assemblée doit être utile, qu'elle représente quelque chose et que, eh bien, il se dirige vers là où est le travail intéressant et le vrai travail législatif. Merci à vous. Le Sénat, chambre utile, chambre d'avenir, point d'interrogation. On va laisser les téléspectateurs en décider. En tous les cas, merci à vous pour toute cette pédagogie et ces précisions ce soir. Je vais rappeler justement un événement qui est lié au Sénat et puis à la chaîne aussi, c'est un événement qu'on soutient depuis longtemps. C'est Talents des cités. La date de cette manifestation qui récompense les initiatives des quartiers en difficulté a été fixée aujourd'hui. Ce sera le 22 octobre prochain sur Public Sénat et on la présentera avec plaisir comme chaque année. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, votre émission politique, invité un sénateur, Jean-Pierre Chevènement. Belle soirée à vous.